Et nous revenons pour la dernière partie de cette émission. Nous parlons de sécurité. Dapaon accueille une rencontre entre le Togo, le Ghana, le Bénin et le Burkina Faso. Une rencontre de 3 jours qui vise donc à favoriser une gestion concentrée des espaces transfrontaliers afin de réduire les risques d'extension de la crise au Sahel. Une crise qui a un nom, le terrorisme et la violence. Donc, les États-Unis apportent leur appui à la préfecture de Tone pour organiser donc cette première rencontre dans le cadre de coopération transfrontalière de l'année dans la région des Savanes entre le Togo, le Ghana, le Burkina Faso et le Bénin. Alors voilà les 4 pays qui se retrouvent pour des discussions sur la coopération transfrontalière. On sait que la menace vient de partout. Pensez-vous que la solution viendra de là? Est-ce qu'on aura vraiment les moyens pour pouvoir mettre fin ou bien résister face aux terroristes quand on sait qu'il y a eu des initiatives de ce genre-là qui pour le moment n'ont pas encore porté leurs fruits? Robert Kossiga. Il faut toujours continuer par essayer. Peut-être qu'un jour ça va prendre. C'est une très bonne initiative parce que je l'ai dit tantôt, je l'avais dit dans une autre émission qu'il faudrait nécessairement une force commune entre les pays de la sous-région pour que le terrorisme soit traqué un peu partout. Parce que vous savez, c'est les espaces non utilisés et surtout nos frontières qui sont souvent poreuses qui permettent à ces gens-là de pouvoir circuler et commettre leurs attentats un peu partout. Et donc si aujourd'hui le Bénin, le Burkina Faso, le Ghana et le Togo veulent alors mutualiser leurs forces pour combattre ces terroristes-là, ce n'est qu'une très bonne initiative, seulement que manque à l'appel d'autres pays, comme la Côte d'Ivoire, comme le Niger, comme le Mali. Parce que c'est ensemble, ils doivent être ensemble pour pouvoir combattre ces bandits enturbanés qui ne font que décimer les vies humaines chaque jour que Dieu fait. Et donc, moi j'ai dit, si nos États ont cette volonté de combattre les terroristes, de mutualiser leurs forces, ils doivent aussi consacrer une partie de leur budget à cette politique-là pour pouvoir acquérir tout ce qu'il y a comme armes et peut-être avoir les renseignements aussi qu'il faut pour pouvoir aller à bout de ces djihadistes qui ne font que faire mal tant aux populations, même à notre économie, et menacent à chaque fois la sécurité de nos États. Aujourd'hui, je pense que s'ils ne le font pas, on retrouvera ces gens-là peut-être au sud, et donc ils auront accès à la mer, et c'est fini là. Donc c'est une très bonne initiative à encourager, qu'ils l'élargissent aux autres pays qui n'en font pas encore partie, pour que voilà, on puisse retrouver peut-être dans les années à venir la quiétude. Sylvestre Béni, votre perception, le Togo, le Ghana, le Bénin, le Burkina Faso se mettent ensemble pour discuter de la gestion des conflits transfrontaliers et lutte contre le terrorisme. Pensez-vous que c'est la solution? Est-ce que ça a des chances d'aboutir quand on sait qu'il y a eu d'autres initiatives qui n'ont pas abouti? Oui, sur l'initiative, je crois que c'est une très bonne initiative. Et lorsque vous prenez ces 4 pays, ce sont quand même des pays frontaliers. On parle du Togo, du Bénin, du Ghana et donc du Burkina, ce sont quand même des pays frontaliers. Et la menace vient donc de chaque côté, de tous les côtés. Donc c'est une très bonne initiative d'être ensemble, de partager aussi les renseignements pour pouvoir donc les traquer. Quand je parle de détraquer, de pas donc de ces terroristes-là. Mais le hic, le nœud du problème, c'est que lorsqu'on voit un peu ce qui s'est passé avec le G7 Sahel qui n'a véritablement pas marché, parce que ces États manquent de moyens. Ils ont demandé donc des moyens aux Occidentaux qu'ils avaient même promis. Il y a eu un accord, mais jamais ils n'ont versé. Et ces millions, ou du moins le budget escompté pour traquer donc les terroristes. C'est là où le bas blesse. Parce que quand j'ai écouté tout à l'heure, on me dit oui, c'est une initiative donc, des États-Unis. Oui, les États-Unis étaient également du côté du G7 Sahel, mais jamais ils n'ont versé le budget pour permettre donc à ces forces-là de mieux traquer donc, les États-Unis et du moins les terroristes. Mais du moment où l'Ukraine a subi les attaques de la Russie, vous verrez que là, ils déversent donc des millions de dollars et donc même du matériel et tout. Mais en ce qui concerne le G7 Sahel, non. Et maintenant, quand c'est eux qui reviennent encore du côté donc, de ces 4 pays-là qui ont lancé l'initiative, est-ce à dire que pour une fois, ils seront prêts au moins à soutenir donc, nos États? Parce que, il faut le dire, nos États aussi, nous n'avons pas su capitaliser sur tout ce que nous avons
depuis donc l'indépendance, tout cela a été bradé. Nous sommes toujours des pays assistés. Nous n'avons pas une économie solide et qui va quand même permettre de mutualiser les efforts financièrement pour venir à bout. Donc il faut nécessairement que ça vienne de quelque part, voyez-vous. Donc ils vont attendre, ils vont élaborer des stratégies. Les quatre, ils seront d'accord sur la manière de conduire les choses, mais c'est les moyens qui vont manquer. Voyez-vous, c'est les moyens qui vont manquer. C'est là où moi je reste un peu dubitatif en voyant ce qui s'est passé donc avec le G7 Sahel. Je me dis, pour l'heure, oui, ils sont d'accord et tout, mais est-ce que ça pourra donner donc le résultat escompté ou et neutraliser ces terroristes-là? Pour l'instant, j'avais toujours soutenu qu'on puisse laisser un peu cette question de souveraineté lorsque nous sommes face à la cellule djihadiste. Parce que les groupes qui viennent commettre donc des forfaits au Togo et qui, une fois traversé la frontière, du fait donc de la souveraineté, le pays dans lequel donc ils ont commis les forfaits ne peuvent pas les poursuivre hors frontière. Vous voyez, s'il y avait au moins quelques... je ne sais pas, bon, peut-être les politiques ou les diplomates me diront, s'il y avait au moins quelques accords entre les deux États qui permettent à ce que l'armée qui poursuit puisse peut-être après la frontière les poursuivre en attendant que les renforts viennent de l'autre côté, je crois que ça ferait bien l'affaire. Le général Yak Damran avait quand même dit, lorsque nous avons suivi donc, la première attaque à Solanga, il avait dit qu'une fois la frontière est traversée, il n'y a plus de répondants de l'autre côté. Ouais. Donc, ils sont là, mais l'armée togolaise aussi ne peut pas aussi traverser la frontière et aller les chercher. Mais ils sont là, et de l'autre côté, il n'y a pas de répondants. Vous voyez, donc, sachant également qu'il y a et cette difficulté-là qui existe au niveau des États, mais les terroristes, pour eux, c'est du pain béni. Ils peuvent venir ici commettre, une fois traverser la frontière, ils sont là. Vous ne pouvez pas venir les chercher tant qu'il n'y a pas d'autres armées qui puissent peut-être les repousser. Voyez-vous, donc c'est à ce niveau-là où les États doivent être un peu flexibles au niveau des frontières, mettre un peu en veille cette affaire de souveraineté, puisque nous sommes devant une menace qui, ma foi, que ce soit le Togo, le Bénin, c'est le même ennemi. Donc, il faudrait trouver donc, des solutions, ne serait-ce pour les poursuivre aux frontières, en attendant que de l'autre côté, on puisse avoir des répondants. Voilà. Germain Pouli, les quatre pays se retrouvent pour discuter de la gestion des crises transfrontalières, notamment la lutte contre le terrorisme. Pensez-vous que cette initiative, on en a vu d'autres qui n'ont pas réussi, pensez-vous que celle-ci a des chances de réussir? Oui, elle a des chances de réussir parce que, à mon avis, c'est plusieurs initiatives qui vont s'imbriquer et peut-être nous amener vers un résultat concluant qui va prendre peut-être beaucoup de temps, comme l'a souligné le chef de l'État togolais lors du 27 avril, dans l'interview qu'il a accordée ici même à Niveau TV. Mais c'est un peu la stratégie américaine qui me dérange un peu parce qu'il y a quelques semaines, les États-Unis ont débloqué un fonds de plus de 400 millions pour 5 pays africains. Il n'y avait pas le Burkina, ça a été fait mais il y avait la Côte d'Ivoire, donc, qui s'ajoutait, et le Niger qui s'ajoutait. Maintenant, cette fois-ci, on reprend d'autres pays il n'y a pas le Niger. Il y a le Burkina qui n'a pas profité de ces 400 millions. Bon, je ne comprends pas. Je crois qu'il faut élargir ce genre de concertation aux 4 pays. C'est peu à mon sens. C'est vrai que tout se joue au niveau de Daparan parce que il y a la frontière sud-est du Burkina, il y a la frontière nord-ouest du Bénin, nord-est du Ghana. Oui. Donc, et donc, les terroristes ont formé un nid là-bas et traversent facilement les frontières pour se réfugier. Il faut pouvoir s'entendre. Maintenant, il y a ce dont parlait Sylvestre, c'est le droit de poursuite qui est de 70 km qu'on peut opérer dans un pays étranger. Si le pays donne son accord, bon, certains pays le font, mais dans notre sous-région, c'est un peu difficile. Les pays n'ont pas encore eu cet accord-là. Il faut qu'on évolue vers là.
Et il y avait déjà une opération Kundalou qui était lancée par la Côte d'Ivoire, le Togo, le Burkina Faso, le Bénin justement n'y était pas, Donc je crois qu'il faut peut-être réorganiser ça et prendre en compte tous les pays de la sous-région parce que avant nous, les pays côtiers, on se disait on était à l'abri. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Avant, on parlait que du G5 Sahel, duquel malheureusement le Mali est sorti, le Burkina qui participe de façon hésitante aussi. Donc, je crois qu'il faut reformuler tout ça là en prenant en compte tous les pays ouest-africains parce qu'ils sont infestés aujourd'hui, c'est vrai, c'est à des degrés différents. Donc, des grands pays comme les États-Unis, d'autres comme la France, avec lequel le président Faure a dernièrement discuté de terrorisme lors de sa rencontre à l'Élysée, devrait plutôt accompagner nos pays dans un cadre beaucoup plus large. C'est vrai qu'à Daparan, il s'agit d'une situation assez particulière là-bas, mais après, il faut toucher d'autres pays, comme la Côte d'Ivoire, comme le Niger et pourquoi pas. Le Nigeria même à côté avec Boko Haram. Donc, il faut qu'on aille à cela parce que cette petite organisation, c'est bon, ça c'est un programme américain qui veut financer cela, tout comme le précédent qui a consisté à donner quelques millions au pays, mais on peut faire mieux. Bon, maintenant, il s'agit d'une aide. On ne peut pas imposer à celui qui aide le cadre dans lequel il veut aider, celui qui choisit d'aider qui il veut, comment il veut aider. Après, il appartiendra aussi à nos pays de prendre beaucoup plus leurs responsabilités. Ils le font déjà dans le cadre de la loi sur la programmation militaire, en essayant de donner plus de moyens aux forces de défense et de sécurité, mais il y a beaucoup plus d'urgence aujourd'hui. Le danger est beaucoup plus grave, l'instabilité est réelle aujourd'hui, la psychose est là, les populations dans les zones frappées ont besoin d'être mieux protégées. Et dans les zones qui ne sont pas encore frappées, on a besoin encore de plus de prévention parce qu'on ne sait pas quand ça pourra se faire. Donc il faut que nos dirigeants aussi retravaillent sur leur stratégie tout en privilégiant les collaborations comme ça va être le cas donc, lors de la réunion d'Apparan. Mais après ça reste vraiment très compliqué. Dans un environnement aussi où justement nos pays accusent ces pays-là de fournir des armes aux djihadistes. Donc vous voyez, c'est comme si quelqu'un qui vient vous aider et vous pensez que c'est lui qui arme vos ennemis pour vous attaquer. Est-ce que c'est la meilleure aide qu'on peut nous accorder? Et c'est vrai, on en a besoin. Aujourd'hui, on ne peut pas refuser une aide, mais je pense que l'Afrique gagnerait à ce que sa voix aussi compte dans l'aide qu'on lui apporte. Alors, quand on parle d'élargissement du cadre de coopération entre ces pays, est-ce que cela ne pose pas en soi un problème? Quand on sait, pour le Togo par exemple, le chef de l'État avait discuté sécurité avec le chef de l'État français. Entre-temps, c'est le Premier ministre qui a discuté avec l'Allemagne aussi pour l'appui de l'Allemagne dans la lutte contre le terrorisme. On sait que le Bénin n'a pas de partenaire fixe. Le Bénin aussi élargi, même si on a parlé du Rwanda entre-temps. Mais on sait que la Côte d'Ivoire est plus côté France. Le Ghana qui accuse qui avait soupçonné plutôt le Burkina d'abriter Wagner, le Burkina qui n'est pas en bon terme avec la France. Est-ce que si on veut tout mettre ensemble, vous êtes sûr que ça pourra marcher quand on n'a pas les mêmes partenaires ou qu'on n'a pas la même vision de la chose, Sylvestre Béni? Oui, c'est là où ça devient véritablement complexe parce que tout à l'heure, Germain évoquait cette coalition initiée entre-temps par la Côte d'Ivoire, le Bénin n'y était pas. Aujourd'hui, c'est une autre coalition qui se forme entre les 4 pays, peut-être le Niger et peut-être la Côte d'Ivoire n'ont pas été concertés et tout. À un moment donné, le Bénin, qui est frontalier du Togo, depuis ne sont pas échangés officiellement sur la question donc, du terrorisme. Or, de l'un ou de l'autre côté, il y a des réfugiés qui viennent donc de part ou d'autre. À un moment donné, il faudrait quand même que ces pays-là arrivent donc à accorder leur vie. Il faudrait quand même qu'ils se comprennent. Le Bénin qui va chercher donc le Rwanda pour venir, les forces rwandaises pour venir donc assurer la sécurité de ses frontières. Le Togo qui
pour leur dispute avec peut-être avec la France, avec l'Allemagne, avec l'Allemagne, le Burkina qui n'est pas en bon terme avec la France, qui tourne beaucoup plus vers le Wagner, la Russie. Le Mali pareil, donc à un moment donné. Et puis lorsqu'on écoute aussi le chef de l'État nigérien, qui s'en prend il y a quelques semaines donc aux forces maliennes et tout, vous voyez, on est véritablement dans un embrouillamini. Chacun tente donc à faire le jeu en solo. C'est là où ça devient compliqué. Or, nous n'avons qu'un ennemi. L'ennemi est commun. C'est vrai qu'il y a plusieurs cellules donc, de terroristes, de djihadistes, mais eux, ils ont presque le même mode opératoire, ils se comprennent. Pour l'instant, ils ne s'attaquent pas entre eux. Voyez-vous, donc, mais au niveau donc, des États, il y a cette réticence-là de ne pas vouloir faire les choses ensemble et que chacun, du fait donc, des intérêts, chacun donc, ne prêche que pour sa chapelle. C'est là où ça devient compliqué. Donc, il faudrait à un moment donné comprendre que devant cet ennemi, il faut faire bloc. Il faut faire bloc et discuter ensemble avec des partenaires, ne serait-ce que pour bouter l'ennemi hors donc, de nos frontières. Mais je l'ai toujours dit, si nous sommes dans cette situation aujourd'hui, il faudrait quand même que nous puissions le rappeler cela. C'est le bordel qu'ils ont foutu donc, en Libye. Qui fait qu'aujourd'hui, nous avons ces cellules-là qui sont là. Parce qu'on a sauté le verrou qui est Kadhafi aujourd'hui. Chacun peut aller donc prendre les armes où il le veut et venir donc menacer nos États. Malheureusement, c'est les Occidentaux qui ont commis ce crime-là contre la Libye. Et nous en sommes là aujourd'hui à pleurer nos hommes. Au Togo, nous sommes déjà à plus d'une quarantaine donc, de nos forces qui sont décédées, plus d'une centaine donc, de civils selon le chef de l'État. C'est beaucoup. Robert Kosigan, quand on a des partenaires qui sont différents et avec lesquels certains de nos voisins ne s'entendent pas et que c'est ces partenaires qui financent notre réunion, nos organisations de la sous-région, est-ce que vous pensez qu'on a réellement des chances que cela aboutisse? Non, si c'est vrai ce que vous dites, ou si on part de la base, sur cette base-là, la lutte ne sera jamais efficace. D'autant plus que si c'est l'autre qui amène son argent avant de nous réunir, afin qu'on puisse alors discuter des solutions, devoir alors nous amener à lutter contre les djihadistes, il va aussi imposer alors ces desiderata. Alors, donc, pour ce projet, par exemple, c'est financé par les États-Unis et l'OIM. Il faudrait que nous-mêmes, nous portons nos projets. Il faudrait que nous arrivions à les financer sur fonds propres. Et cela va nous amener à être plus efficaces dans la lutte. Vous savez, si tout de suite, on dit que le Burkina Faso fait partie des quatre qui doivent se voir à Dapao. Or, lui n'est pas financé lui ne fait pas partie alors de ceux qui ont bénéficié du financement américain. D'ores et déjà, la base est faussée. Ils seront d'abord... C'est un autre financement, ça aussi c'est un autre financement. Mais comment voulez-vous que les États-Unis ne peuvent pas, peut-être à un certain niveau, donner alors des instructions pour que alors cette ligne, peut-être donner des directives pour que certaines lignes ne soient pas franchies. D'autant plus que finalement c'est devenu du commerce pour ces Occidentaux, comme l'a dit Sylvestre. Tout ça là est venu de la mort de Kadhafi, qui a été orchestré par Sarkozy et par cette résolution qu'il a obtenue à l'ONU. C'est pourquoi, entre-temps, moi j'ai dit, il va falloir que les Africains puissent aussi se battre pour avoir une autre résolution qui impose à l'OTAN, la France et tout, à venir faire alors service après-vente à la Libye. D'autant plus que aussi longtemps que la Libye n'aura pas la quiétude, que l'ordre ne va pas revenir en Libye, nous ne continuerons pas à subir les affres de... Ah oui, alors donc allons résoudre d'abord le problème à la source. Alors, tous nos chefs d'État d'antan qui ont alors accepté que Sarkozy puisse alors faire partie de cette manière-là, Kadhafi paye, ont peut-être concouru à nous faire payer alors ce lourd tribut de djihadisme aujourd'hui, puisque tout part de la Libye. Malheureusement, on ne peut plus ressusciter Kadhafi. On ne peut plus ressusciter Kadhafi, mais on peut avoir une résolution qui impose à l'OTAN d'aller faire service après-vente à la Libye. Parce qu'aujourd'hui, personne ne contrôle la Libye. Et tout part de là.
Tous ces cellules terroristes-là, Il y a deux ça blocs qui provient... se sont partagés aussi. Il y a deux blocs qui se sont Deux partagés. premiers ministres qui Voilà, deux premiers ministres et tout avec- alors, qui contrôle aujourd'hui la Libye? Qui peut faire cesser alors toutes ces histoires qui se passent autour je veux dire, tous les trafics d'armes qui se passent aujourd'hui dans le couloir libyen? Qui peut empêcher ça aujourd'hui? Il n'y a personne. Même le pétrole libyen aujourd'hui se prennent pas les Occidentaux sans payer, parce qu'entre-temps, Kadhafi ne leur permettait pas de gagner des contrats à bas coût pour venir alors siphonner son pétrole. Aujourd'hui, le pétrole là est dans leurs mains. Et aussi longtemps qu'ils vont continuer pas profiter alors de ce pétrole moins cher, ils ne vont jamais permettre qu'il y ait la paix en Libye. Et donc, on n'aura pas la paix. Donc, moi, j'ai dit, pour porter cette lutte, il va falloir qu'on le fasse sur fonds propres. Et comme ça, même pas des petites résolutions entre nous-mêmes, ou permettre à une armée de ce pays frontalier alors de poursuivre les terroristes jusqu'à hors de ses frontières, ne serait-ce que pour alerter l'autre et venir lui prêter main forte. Si les terroristes n'ont plus trop d'espace, là on aura la paix. Mais aussi longtemps que voilà, tout le monde va se dire ok, ma souveraineté, la lutte serait inefficace. Je crois qu'il y a également un élément qui a souligné au niveau de l'Afrique. Depuis l'avènement donc des terroristes, je ne me rappelle pas que la CEDEAO et l'Union africaine ont pu aimer l'idée donc d'une force, que ce soit d'une force de la CEDEAO, d'une force de l'Union africaine contre le terrorisme. C'est contre les coups d'État qu'on a eu. Oui, c'est contre les coups d'État. Là, c'est là où c'est paradoxal. C'est-à-dire que les chefs d'État ne veulent que protéger leur fauteuil. Tout à fait. C'est-à-dire qu'ils veulent avoir une force contre les coups d'État et non une force contre le terrorisme ou le djihadisme. C'est peut-être aussi parce qu'il y a d'autres mécanismes internationaux qui sont là contre le terrorisme. On a eu des forces. On a Barkhane, par exemple. On a des opérations. Écoutez, je crois qu'il faudrait penser le problème à un niveau beaucoup plus continental. Je souhaite quand même que l'Union africaine puisse avoir une force de l'Union africaine contre le terrorisme. Là, comme on a beaucoup d'États, au moins au niveau donc, de l'économie, chaque État peut supporter cela. Voilà. Puisqu'ici ils sont nombreux et que beaucoup cotisent, du moins, il y a quand même le Grand Nigeria qui est là, la Côte d'Ivoire et tout, et chacun cotise en fonction donc de ses moyens. Je crois qu'on arrivera au moins à être au moins efficace. Mais depuis là, rien. Il n'y a pas une force contre le terrorisme. Mais pourtant, il y a l'idée d'une force en gestation contre les putsch. Vous voyez, c'est là où... Non, ce n'est qu'une idée. Non, ce n'est qu'une idée, mais après, il y a... Vous avez vu, non, ce n'est pas une idée. Vous avez vu ce qui s'est passé en Gambie. Quand ils voulaient faire partie de Yahya Jammeh. Tout de suite, on a créé une force de la CEDEAO qui a opéré pour faire partie de Yahya Jammeh. En réalité, c'était des militaires sénégalais, cette force de la CEDEAO. Oui, mais il y a quand même d'autres. Il y a eu d'autres forces quand même. Il n'y en a pas. Je crois que sur le terrorisme, il y a le G5 Sahel. Mais les pays le G5 Sahel qui pratiquement ne vit plus. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui. Même les pays concernés étaient incapables de mettre des moyens, attendaient toujours de l'aider. Alors comment demander à d'autres pays qui ne sont pas concernés par le terrorisme de mettre de l'argent pour mettre une force continentale? Non, je pense quel pays aussi au monde qui n'est pas aujourd'hui concerné par le terrorisme? Il y en a plein en Afrique. C'est parce qu'ils n'ont pas encore subi. Puisqu'au Togo aussi, on se disait on était à l'abri. Mais après, je crois qu'une force continentale va être difficilement opérationnelle. On va la positionner rien qu'aux frontières. Donc, c'est le pays concerné qui peut mettre ensemble des forces comme... Bon, je ne suis pas spécialiste de la guerre, mais je pense. Déjà, si au niveau des pays concernés, ils arrivent à mettre les hommes et les moyens ensemble, ils peuvent déjà. Parce qu'on sait que les terroristes sont très mobiles. Justement, parlant de moyens surtout, les hommes peut-être on peut en avoir, mais les moyens, est-ce que les pays disposent véritablement de moyens pour financer cette force commune-là? Quand on sait, vous parlez tout à l'heure du G5 Sahel, qui était une très bonne initiative, mais qui finalement, faute de moyens, ne vit presque pas. Non, il n'y a pas eu... C'est pas faute de moyens. Peut-être que les Africains, comme d'habitude, ont attendu qu'on les aide à la faire fonctionner. Et de deux, il y avait eu plusieurs promesses qui n'ont pas été tenues. Donc, quand il y a promesses, les pays se disent, mais leur argent viendra, au moins ça viendra, on va faire. Mais aujourd'hui, vous verrez qu'en interne déjà,
tous les pays ont augmenté leur budget défense avec les lois sur la programmation militaire. Ça veut dire qu'on a été obligé de chercher l'argent pour financer. Donc cet argent-là, on peut prendre une partie pour financer les forces communes. Est-ce que vous pensez que ce sera suffisant? Ce sera suffisant pour que ces pays-là s'organisent? Moi, je crois que pour l'instant, le problème de l'Afrique, c'est de laisser que ces solutions-là viennent d'ailleurs. Pour combattre les djihadistes, ce sont les Occidentaux qu'on accuse qui nous font des plans pour combattre les djihadistes. Mais ça ne peut pas marcher. C'est le jour où nous-mêmes, on va élaborer nos plans, que nos petits moyens, si on les met ensemble, à mon avis, ça sera efficace. On n'a pas besoin de trop d'argent qu'on promet qui ne vient pas pour financer des plans qui ont été conçus pour nous. Mais si nos pays se voient et se disent, bon, on veut faire cette opération, on le fait, nous connaissons mieux le problème, nous savons que quand on nous attaque, quand on les poursuit, ils passent ici. Si vous vous organisez de ce côté, on pourra, et tout ça, bon, ça peut. Mais aujourd'hui, on se dit, on veut l'expertise occidentale. Et ces experts, nous-mêmes, on les soupçonne d'être derrière tous les problèmes que nous avons. Comment est-ce que ça peut marcher? Et on attend qu'ils financent tout ce qu'ils nous proposent comme plan d'attaque. Bon, ça ne peut pas. Il faut que les Africains se réveillent et se disent que les Blancs aussi ont plus de problèmes que nous. Vous voyez, la France aujourd'hui, c'est plus la France d'hier. Macron a été clair pour dire le temps de l'abondance est terminé. On a vu la loi sur les retraites. La France continue de soutenir l'Ukraine. Oui, avec les mêmes moyens dont on avait besoin pour pour lutter contre le terrorisme en Afrique. Même les États-Unis qui envoient les moyens et les chars. Ils ne soutiennent pas l'Ukraine. Ils font du business avec l'Ukraine. Ce qu'ils gagnent dépasse ce qu'ils envoient là-bas. C'est pas, ils ne soutiennent pas l'Ukraine. Ils font du business. Ils veulent fragiliser la Russie et en même temps, ils font du business. Chez nous, même, ils ne continuent pas à nous donner l'aide au développement et tout ça. Mais on continue pas et ça, à dire c'est pas du business aussi? On continue pas à dire qu'ils nous pillent. Ça veut dire qu'ils nous donnent une petite partie de l'argent qu'ils nous prennent. Maintenant, là n'est pas le problème. Il faut que l'Afrique apprenne à se prendre un peu en charge. Parce que ceux qui nous aidaient aussi ont de grands problèmes maintenant. Eux aussi cherchent de l'argent pour régler leurs problèmes. Et s'ils en ont, ce n'est pas chez nous qu'ils vont déverser cet argent-là. Donc il faut qu'on comprenne. C'est parce que l'Afrique a été souvent assistée. On attend toujours de l'aide. On ne se fatigue plus pour faire des choses. On se dit, bon, les gens viendront nous aider, nos partenaires viendront nous aider. Je crois qu'il faut commencer. Et plusieurs présidents aujourd'hui ont compris la situation et on voit un peu sur le plan international. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Afrique, dans ce conflit, aussi garde sa neutralité parce que les Africains se réveillent. Il y a quand même un sentiment aujourd'hui qui naît en Afrique où les peuples d'abord et les dirigeants aspirent vers plus de souveraineté. Et tout ça commence aussi par nous-mêmes. Commençons par faire les choses nous-mêmes, si les autres nous aident. Parce que comme je l'ai dit, la stratégie américaine de cette lutte-là, on finance certains pays, qu'on ne finance pas d'autres. Après, on réunit ceux qui sont financés, ceux qui ne sont pas financés pour parler. Pour moi, ça ne sera pas vraiment efficace, mais comme on est dans le besoin, on est obligé d'accepter et d'avancer. Merci beaucoup à vous tous d'avoir contribué à alimenter ce débat. Merci à vous, Robert Kossigan. Merci, Sylvain Béni. Merci, Germain Poulier également. Merci à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir été de nôtres. C'est la fin de Regard croisé de ce jour. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro.